On acceptera les retardataires, de toute façon, oui. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour cette dernière séance, toute dernière après 3 années de séminaire de dramaturgie ici. Du coup, c'est un peu le dernier, c'est un peu émouvant parce qu'il y a des gens qui étaient là au tout début. Et des gens qui ne sont plus là. Et je voulais remercier, mais du coup elle n'est pas là, mais je le referai du coup tout à l'heure, mais du coup Céline, avec qui on a quand même rendu possible quand même ce séminaire. Et je l'ai fait aujourd'hui, on va faire une séance très particulière. Déjà parce que c'est la première fois et dernière fois du coup où je ne suis pas seul, je suis venu accompagné. Et aussi parce que c'est une séance qui n'est pas, on va dire, connectée à un spectacle en particulier. On n'a plus de spectacle, c'est bon, on a parlé de tout ce qu'il fallait. Maintenant, on est débarrassé de ça, on peut enfin parler d'une chose, moi en tout cas, que j'avais un peu à cœur, d'un auteur en particulier qui est Jean Genet, dont j'ai eu très peu l'occasion de le faire et de le faire bien jusqu'à maintenant. Et donc j'ai eu un peu peur aussi d'en parler. On va en parler, on va en discuter, on va essayer de comprendre pourquoi moi j'avais un peu peur. Et du coup j'ai demandé à Catherine Boscovitch de venir m'aider à faire une séance qui est entièrement consacrée à Genet. Alors pas que à Genet, à un angle précisément qu'on a choisi pour parler de Genet, et à une de ses pièces en particulier qui est Les Paravents, parce qu'il a une petite actualité, qui est la mise en scène de Arthur Nosiciel à l'Odéon, qui commence, que nous on va voir après-demain, mais qui commence, je ne sais plus, genre ce week-end. Voilà. Je vais quand même te présenter un peu en 2 mots. Donc du coup, Catherine, c'est une metteuse en scène. Tu es metteuse en scène, autrice, actrice. Tu as créé la compagnie ABC ici il y a 40 ans. Voilà. Il y a 40 ans, ici, tu as créé un de tes premiers spectacles ici même, que tu as joué ici. La salle Catherine Boscovitch. C'est la salle Catherine Boscovitch. Mais, vous aviez 10 ans, surtout? Non, j'avais quand même 23 ans. Voilà. Et la compagnie s'appelle Aubervilliers Bande Comédie. Voilà. Tout simplement. Donc ABC. Oui, Personne ABC. ne le sait parce que ça s'appelle ABC. Voilà, pardon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, tu peux me couper comme ça. Et mais si tu as quand même que tu as créé aussi le collectif 12 à Mantes-la-Jolie, qui a été un théâtre qui pour moi, pour le coup en tant qu'artiste et pour la compagnie que je co-dirige avec les gens qui sont là, qui a été quand même très important. Et aussi tu as quand même travaillé sur Jean Genet à plusieurs reprises, mais ça tu en parleras un peu tout à l'heure. Et surtout, la première fois que je t'ai vu, c'était, tu racontais ton voyage dans le Moyen-Orient sur les traces de Jean Genet. C'est la première fois que je t'avais vu à Lyon. Donc du coup, je t'ai demandé de m'aider pour concevoir un peu cette séance. Et on est arrivé assez vite à une problématique ensemble, une problématique qui nous a paru quand même assez intéressante par rapport à Genet, même si l'angle de base, ça reste celui qu'on a eu depuis le début, c'est-à-dire à quoi peut bien nous servir Jean Genet. C'est-à-dire l'idée, évidemment, mais je pense que vous le savez, l'idée n'est pas de faire la biographie de Genet, ni même d'essayer de le voir déconnecté d'une utilité pour les artistes et pour les hommes et femmes de théâtre que nous sommes, mais bien de se poser la question à quoi peut bien nous servir Jean Genet pour penser le théâtre d'aujourd'hui. Et nous, l'angle qu'on a essayé un peu de déguiser au maximum, c'est à quoi peut bien nous servir Jean Genet pour penser la position de l'artiste par rapport à l'histoire avec un grand H, l'actualité, et la manière dont le théâtre peut se saisir en quelque sorte des sujets brûlants, clivants, de ce qui fait histoire aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu la problématique en quelque sorte qu'on a essayé de formuler. Et que j'aimerais un peu contextualiser. C'est-à-dire que quand on a commencé un peu à réfléchir à ça, on est parti un peu d'un constat qu'on partage un peu tous les deux et sur lequel Thibaut Croisy, mais dont on a déjà parlé. Thibaut Croisy, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur Genet et qui a notamment, on avait parlé, il a écrit des trucs incroyables sur Copie aussi. Il fait un travail éditorial, mais c'est aussi un metteur en scène, c'est aussi un auteur qui est assez remarquable. Et Thibaut Croisy a fait une postface dans l'instruction, la réédition de l'instruction de Peter Weiss, où il fait un constat sur le théâtre contemporain. Donc c'est un texte qui a été écrit aujourd'hui.
qui fait un constat qu'on partage sur une certaine tendance aujourd'hui majoritaire qui a à voir avec une certaine branche du théâtre documentaire et qui aujourd'hui en quelque sorte fait norme. Alors ça ne veut pas dire que tout le théâtre contemporain évidemment fonctionne comme ça, mais c'est qu'il a aujourd'hui une place qu'on pourrait qualifier un peu d'hégémonique. Et il nous a paru un peu intéressant d'y revenir, d'essayer de le caractériser un peu avec Thibaut Croisy pour voir en quoi l'œuvre de Jean Genet aujourd'hui paraît, à quel point elle paraît différente, à quel point elle paraît en quelque sorte dessiner un théâtre qui n'a rien à voir avec ça. Si on prend vraiment cette tendance, on va dire, un peu majoritaire du théâtre documentaire, la première chose qui est dite par Croisy et que j'aime bien, parce qu'il le présente un peu comme ça, c'est qu'il dit que l'institution nous présente une certaine définition du théâtre politique, ou en tout cas nous présente un certain type de théâtre engagé, qui serait donc du coup un théâtre documentaire, un théâtre fait de documents, un théâtre fait de témoignages, et qui témoignerait d'un travail de recherche, une influence dans l'écriture théâtrale par les sciences sociales. C'est quelque chose qu'on rattache beaucoup, il y a plein de grandes figures qu'on rattache à ça. Moi, j'ai fait une petite liste, mais c'est la liste de Thibaut Croisy, où il parle de Adeline Rosenstein, de Milo Rao, de Mohamed El-Khatib, de Margot Eskenazi, Alice Carré, Fanny Chaillet, Émilie Rousset, Maya Bocquet, Olivier Coulonja-Blanca, on peut en faire vraiment toute une série. Et l'idée, en fait, qu'il y a en commun dans cette écriture théâtrale, c'est que c'est une écriture théâtrale qui témoigne d'un certain engagement par une influence, par les sciences sociales, où le travail d'artiste, justement, s'entremêle avec un travail de chercheur, un travail de journaliste ou d'historien. On va lire un peu Thibaut Croisy. C'est la première citation dans l'introduction, où il dit la chose suivante. Il dit « En toile de fond, ce qui se joue est tout autre. C'est l'offensive du cognitif sur le sensible, la prééminence de la rationalité objective sur la subjectivité de l'irrationnel, et une préférence de plus en plus marquée pour la transparence de l'information sur l'opacité du poème. C'est encore la valorisation de toutes les démarches qui réagissent à l'actualité dans les meilleurs délais, au détriment de celles qui tentent d'échapper aux marronniers de l'époque en se jetant à corps perdu dans les abîmes de l'imaginaire. Bien sûr, un tel phénomène ne vient pas de nulle part. Car si les témoignages et les portraits de gens connaissent un tel succès, c'est parce qu'ils apparaissent comme de formidables outils pour décloisonner le théâtre, le démocratiser, le remettre en réseau. D'une part, ils scellent l'union tant attendue du théâtre et de l'université, qui revendique elle aussi ses compétences en matière de sciences sociales, et voit dans l'art documentaire une occasion de participer au processus artistique, plutôt que de les commenter à distance. D'autre part, les spectacles des artistes-chercheurs, créés avec l'aide de chercheurs un peu artistes, s'avèrent être du pain béni pour les institutions culturelles. Ils s'emparent en effet de sujets identifiables, médiatisés, susceptibles d'accueillir un large public et font souvent office d'action culturelle en mobilisant des amateurs et en les intégrant directement au processus de création. Mieux, parce qu'ils offrent des tribunes, dénoncent les injustices, défendent les petits contre les grands et obtiennent même des droits. Pour ceux qui n'en ont pas, ces spectacles sont perçus comme utiles, efficaces, en tout cas beaucoup plus rentables que des œuvres autonomes sans aucune visée pragmatique. C'est assez sévère ce que dit Thibaut Croisy quand même de cette tendance. Non mais c'est vrai, c'est assez sévère. Là où je pense qu'il a raison, c'est de le prendre du point de vue de l'institution. C'est de dire que ce n'est pas simplement une tendance, c'est-à-dire quelque chose d'un courant artistique qui vient influencer le théâtre contemporain, c'est quelque chose qui a été accueilli les bras ouverts par l'institution et qui a été façonné en grande partie par des injonctions qui viennent des institutions. Mais parce qu'en réalité, et c'est là où je sors mon magnifique schéma à chaque fois avec, je n'ai pas écrit Genet, pas Genet, mais ici il y aura ce qu'on pourrait appeler une certaine tendance du théâtre documentaire, où le premier point en quelque sorte, c'est-à-dire la première, on va dire la première injonction à laquelle cette tendance du théâtre documentaire vient remplir, c'est l'injonction de la pédagogie.
L'injonction de la pédagogie, c'est l'idée de dire qu'il ne s'agit plus d'aimer ou de ne pas aimer un spectacle de théâtre, mais de trouver intéressant des sujets ou des thèmes. Là aussi, il y a un déplacement, évidemment aussi du point de vue des artistes, sur le courage que ça peut demander. C'est-à-dire que le courage ne vient pas tant dans les formes artistiques qu'on développe, mais dans les sujets ou les thèmes qu'on va choisir. Et que on va dire l'injonction en fait à avoir un dossier pédagogique ou en tout cas avoir une approche pédagogique suggère que ton spectacle en quelque sorte doit apporter en fait quelque chose d'intéressant, doit apporter une espèce de supplément de renseignement, de supplément d'information. La deuxième injonction est celle de la communication. Et de l'idée que ta pièce de théâtre tourne et traite d'un sujet, d'un thème qu'on peut cerner, qu'on peut rendre intelligible, et que cette chose-là peut être réduite en quelque sorte dans un discours qu'on va présenter, et il faut que ça soit une pièce de théâtre, voilà, sûre. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'œuvre d'art puisse être dite, puisse être transmise, en tout cas à travers la parole, à travers des propos, à travers des résumés. Et la troisième injonction, qui est plus épineuse, qui est celle du positionnement politique non ambigu, on va appeler ça comme ça. Un positionnement politique clair. Si on prend un exemple, on va prendre Olivier Coulon-Jablanca, parce qu'on l'a déjà pris ici, parce que c'est une pièce qui a été créée ici. Olivier Coulon-Jablanca, il y a maintenant 10 ans, crée une pièce qui s'appelle 81 avenue Victor Hugo, qui est écrite par Barbara Mété-Chastanier sur des sans-papiers qui occupent le Pôle emploi pas très loin d'ici. C'est une pièce dont... bonjour. C'est une pièce dont un des objectifs, et en tout cas un des objectifs est de positionner le théâtre de la commune et les artistes à l'intérieur d'un débat, et en l'occurrence utilise le théâtre pour promouvoir, argumenter et solidifier leurs convictions politiques sur le sujet migratoire et pour, en l'occurrence, la légalisation des sans-papiers. Le positionnement politique éclair permet aussi de donner à l'œuvre d'art une certaine utilité, puisque là, en l'occurrence, les sans-papiers finissent véritablement par avoir un papier. Donc, ces trois injonctions, on voit bien comment, en fait, là, certaines tendances, en quelque sorte, du théâtre documentaire dont parle ici Thibaut Croisy sont satisfaites, et sont satisfaites même de manière assez remarquable. Si on fait... Non, ce n'était pas prévu, mais ça faisait partie des demandes. Et surtout, ça fait partie des effets qui ont été revendiqués. C'est ça aussi, je pense. Bonsoir. Mais en fait, ce qui est intéressant comme détour, c'est-à-dire que pourquoi on fait tout un détour sur cette tendance du théâtre contemporain, et pourquoi en fait on a tenu à contextualiser en quelque sorte le fait de l'œuvre de Genet, c'est pour dire à quel point l'œuvre de Genet est étrangère, mais intrinsèquement à une démarche ou à une écriture théâtrale influencée par les sciences sociales. Intrinsèquement, pourquoi ? Parce qu'il prend racine, c'est une œuvre qui prend racine dans la poésie. Et ça, déjà, il faut prendre la mesure de cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rares sont les spectacles qui ne se revendiquent pas de livres ou de références de sciences sociales. Là, il faut se dire que Genet ne revendique, son geste artistique, en tout cas, ne vient pas du tout de là. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire de venir directement de la poésie ? Je vais m'écrire ici poésie quand même. C'est un peu classe. Qu'est-ce que ça veut dire un geste théâtral qui vient directement de la poésie ? Thibaut Croisy en parle déjà un peu. Et il dit la première conséquence de base, c'est qu'un poème, c'est opaque. Il y a bien un truc qui est opposé à la poésie, c'est la communication. C'est-à-dire que dès le début, dès que tu t'intéresses un tant soit peu à la poésie, tu vois que la poésie met à mal la capacité de tout un chacun à résumer donc du coup ce que tu vas voir, à le rendre compréhensible et à en stabiliser la réception. C'est impossible. La base de la communication, c'est de stabiliser et de maîtriser la réception. La poésie, c'est tout l'inverse. La base même du geste théâtral et de la poésie, c'est au contraire de la placer dans un endroit qu'on va définir de trouble, d'opaque, etc. Donc,
la première chose que tu mets à mal, c'est le concept de communication. La deuxième chose, et qui est un peu la deuxième, je vais écrire opacité. Voilà. Parce que c'est le terme de Croisi. Et l'autre chose qui va en quelque sorte structurer le geste de Genet, c'est la recherche de la complexité. Ça, on va y revenir. C'est que la poésie va permettre, le fait d'ancrer un geste théâtral dans la poésie, permet à ces pièces de sortir de tout un tas de binarités, de tout un tas de réductions et de binarismes, que ça soit emprunté à la morale, que ça soit emprunté justement à l'intelligence, aux enjeux de posture, pour véritablement nous faire plonger dans la complexité humaine. Et ça, pour le coup, il y aura toujours chez Genet, c'est des choses qu'on dit beaucoup de son œuvre, qu'elle est trop complexe, qu'on ne sait pas comment la prendre, qu'on ne sait pas comment la comprendre, qu'on ne sait pas comment la saisir. Genet, c'est vraiment, en termes d'écriture, c'est l'éloge de la complexité. Mais pas de la complexité pour la complexité, ce n'est pas la complexité gratuite. C'est de la complexité précisément, justement, pour ne jamais placer l'être humain dans des cases, dans des identités, dans des choses qu'on va pouvoir saisir. Mais c'est un peu une introduction pour prendre compte, parce qu'aujourd'hui, des gestes qui assument ce degré-là de complexité, d'opacité, et qui assument autant ne pas rentrer dans ces trois injonctions. Je n'ai pas parlé de la pédagogie, mais on va en parler quand on parlera des paravents. Est-ce qu'on apprend des choses sur la guerre d'Algérie en parlant des paravents? Je pense que vous en doutez que non. Mais en fait, je pense que c'est une petite introduction pour simplement essayer de mesurer ce qui structurellement est différent chez Genet. C'est-à-dire que si tu changes que l'influence première, ce n'est pas les sciences sociales, ce n'est pas ces injonctions-là, mais c'est la poésie, alors tout, c'est-à-dire ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la manière dont il va faire dialoguer le théâtre avec la réalité, et ça ne l'empêche pas, et c'est là où nous, ça commence un peu à nous intéresser, c'est que ça ne l'empêche pas de discuter des réalités historiques et de l'actualité. C'est-à-dire que là, la plupart des gens, et c'est ça un peu le constat qui est un peu dramatique, c'est que les formes théâtrales qui peuvent s'emparer, qui peuvent se saisir des sujets les plus brûlants, doivent nécessairement aller dans cette chose-là. Elles doivent lire tout un tas de bouquins sur la situation, en comprendre toute la complexité sociale, historique, etc. etc. Bon. La chose qu'on va essayer de définir ensemble avec Catherine, c'est de définir un théâtre politique qui parvient tout de même à se saisir du réel, mais qui ne fonde non pas son geste sur les sciences sociales, mais sur la poésie. Tout un programme. Mais ça va être sympa, vous verrez. Oui, en fait, notre objectif, qu'on a un peu défini ensemble, c'était comment faire du théâtre politique d'une manière qui n'est pas celle du documentaire. Et lorsque les questions de fond et de forme du théâtre deviennent institutionnelles, comme par exemple le théâtre documentaire, en ce qui me concerne, je change de théâtre. C'est-à-dire, je change ma manière de faire, je change le théâtre que je fais. T'as raison. Ouais, je pense. C'est ainsi que si moi j'ai toujours dragué la fiction, j'ai aussi beaucoup travaillé dans les années 80, 90 et 2000 à un théâtre qui donnait la parole aux invisibles. Alors, dans les années 80, comme l'a dit Théo, j'étais ici. Alors les invisibles, quels invisibles? Les invisibles de la République, c'est-à-dire les gens qui étaient ou à la marche ou pas visibles du tout sur les plateaux de théâtre, etc. Et j'ai travaillé avec eux dans des formes qui aujourd'hui pourraient s'appeler du théâtre documentaire. Par exemple, en convoquant sur un plateau des acteurs professionnels et des non-acteurs, ou des acteurs non professionnels, en travaillant sur des récits de vie de personnes souvent exclues de la société, exclues du théâtre, etc. Cette manière de faire du théâtre, je dirais, à l'intérieur de la cité, c'est-à-dire être artiste dans la cité, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80-90 jusqu'à 2000, était très très controversée, même attaquée par les professionnels de la profession.
c'est-à-dire les artistes qui avaient pignon sur rue, les artistes reconnus, mais aussi les critiques de théâtre et aussi les programmateurs. Et pourquoi ? Parce qu'eux défendaient surtout une idée de l'art pour l'art, c'est-à-dire de l'artiste dans sa comment on appelle Tour ça ? d'ivoire. Dans sa tour d'ivoire, voilà, coupé du monde, loin de la société, qui crée seul. Et c'est le professionnel de la profession montrait du doigt ces formes nouvelles qui ne s'appelaient pas encore théâtre documentaire. Et les considérait plutôt comme de l'action sociale, de l'action artistique, de l'action culturelle, qui n'avait pas de vrai lien avec l'art avec un grand A. Et puis petit à petit, sans doute pour des raisons politiques de la part des politiques, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, mais on pourra en reparler plus tard, la chose s'est retournée au milieu des années 2000. Et dans les théâtres, le théâtre documentaire a pris de plus en plus de place, et même est presque pas central, mais quand même prend de plus en plus de place dans les programmations. En ce qui me concerne, en tant qu'artiste et en tant que metteur en scène, il me semble que lorsque l'institution s'empare d'une problématique pour l'instrumentaliser, eh bien, si on est un artiste, il faut absolument changer de braquet. C'est-à-dire travailler l'inverse de ce que l'institution t'impose ou pas à l'endroit où on t'assigne. C'est mon simple... Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et donc, à ce moment-là, à partir de cette réflexion, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jean Genet, en fait, l'œuvre de Jean Genet. Et l'homme était mort depuis une quinzaine d'années quand j'ai commencé à le lire, et en fait j'ai commencé par la fin parce que le premier livre que j'ai lu de Jean Genet, c'est Le Captif amoureux, son roman, son dernier roman. Et cette œuvre, l'œuvre de Jean Genet, a profondément orienté à partir de ce moment-là, 2000 à peu près, fin 90, des années 90-2000, mon parcours artistique. Et je dois dire que j'y pense tout le temps. Quand je fais, quand je mets en scène, quand je travaille, il y a toujours, au moins une fois par jour, un moment où je pense à Jean Genet. Alors, aimer non, mais je comprends, un écrivain, c'est drôle, parce que d'abord, ça commence évidemment par la langue. Et c'est aimer la langue qu'il travaille. Et en ce qui concerne Genet, on est servi, hein, parce que sa langue, elle est tellement française, tellement belle, tellement complexe aussi, mais sa poétique est là, et les savants du style n'auraient rien à redire sur la langue de Genet. Alors pourquoi est-ce qu'on a peur de Genet ? Parce qu'on a peur de Genet. Et ça date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis qu'il écrit, en fait. Est-ce que c'est une paresse ? Est-ce que c'est trop d'efforts à le lire ? On l'entend parfois, ça. Effort à quoi ? À se laisser porter par la langue, ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout par rapport à ce que c'est. On dit aussi, j'entends aussi, mais c'est du vieux théâtre qui fait Jean Genet. Ça, c'est les gens qui l'ont jamais lu, en gros, qui disent ça. Et là, je ris pas mal parce que quand on a lu Genet au théâtre, il mêlait son écriture à celle de la mise en scène. Quand vous lisez les pièces de Genet, il fait des kilomètres, mais vraiment, il pond des kilomètres sur des didascalies, donc des indications de mise en scène. Et en fait, il est autant metteur en scène qu'écrivain à l'intérieur de ses pièces. Et ce qu'il met en tension encore aujourd'hui sur le plateau entre son écriture, c'est-à-dire sa poésie, et je dirais ce qu'il indique de comment jouer ça, c'est encore d'une avant-garde absolument fulgurante. Donc vraiment, voilà. Alors qu'est-ce qui fait peur ? Qu'est-ce qui fait peur ? Les sujets, peut-être, qui font peur. Il s'agit il s'agit, je pense, et là je mesure bien ce que je dis, je pense que les sujets dont il s'en empare
on va dire, sont des sujets éminemment politiques. Mais je pèse mes mots quand je dis politique, parce que Théo l'a bien expliqué, il n'est pas à l'endroit où on l'attend à ce niveau-là. Et à l'époque où il écrit encore maintenant, les sujets sont absolument brûlants. Aujourd'hui encore, on se brûle à lire Genet, à monter Genet, à écouter Genet. On se dit, mais c'est aujourd'hui qu'il parle et c'est brûlant. Alors, un premier exemple, je vais vous lire une dédicace qu'il a fait pour les Paravents, première page de la publication des Nègres, publiée en 1958. Donc, je lis. 1958. Hein. Vous ne l'avez pas, cette citation. Un soir, désolé. Un comédien me demanda d'écrire une pièce qui serait jouée par des noirs. Mais qu'est-ce que c'est, un noir? Et d'abord, c'est de quelle couleur? Ça, c'est la dédicace qu'il fait à Abdallah, qui était son amant. Et puis, il enchaîne avec cette manie qu'il avait de laisser très peu de place au metteur en scène, donc une didascalie pralongue, etc. Et cette fois-ci, il impose pour la pièce Les Nègres, donc, un cérémonial d'entrée qui paraît incontournable, sinon au risque d'une interprétation qui serait galvaudée de sa pièce. Donc je lis, c'est sa didascalie. Cette pièce, je le répète, écrite par un blanc, est destinée à un public de blancs. Mais si, par improbable, elle était jouée un soir devant un public de noirs, il faudrait qu'à chaque représentation, un blanc fût invité, mâle ou femelle. L'organisateur du spectacle ira le recevoir solennellement, le fera habiller d'un costume de cérémonie et le conduira à sa place, de préférence au centre de la première rangée des fauteuils d'orchestre. C'est génial. On jouera pour lui. Sur ce plan symbolique, un projecteur sera dirigé pendant tout le spectacle. Et si aucun blanc n'acceptait cette représentation, qu'on distribue au public noir à l'entrée de la salle des masques blancs. Et si les noirs refusent les masques, qu'on utilise un mannequin. Et ça, c'est au départ de la pièce Les Nègres. Et lorsqu'on lit cette didascalie aujourd'hui, on pense, enfin en tout cas moi je le pense, à des artistes contemporains. Je pense notamment à Rebecca Chaillot. Alors c'est un exemple, je ne sais pas si vous avez vu la pièce qui s'appelle Carte Noire nommée Désir, au Festival d'Avignon ou à l'Odéon à Paris. Et le rituel, la cérémonie qu'elle impose, Rebecca, aux spectateurs lors de son spectacle, me paraît s'approcher de très 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 près de ceux proposés par Jean Genet lorsqu'il écrit Les Nègres. Que Rebecca en ait eu connaissance ou pas, ça n'a aucune importance. Elle, en 2024, elle inscrit un geste artistique, un geste poétique éminemment novateur, à l'instar de Jean Genet en 1958, et sur au moins un sujet commun, les nègres. Et le trouble du public blanc, à la limite, qui effleure l'offense même pour le public blanc qui assiste à la représentation, est palpable lors de la représentation de Carte Noire nommée Désir, jusqu'à un parfum de scandale. On sait ce qui s'est passé pour certaines représentations à Avignon, où il y a eu un public qui a fortement chahuté assez agressivement la pièce. Et là, quant à Genet, on se souvient du scandale, par exemple, qui a entraîné les Paravents. Alors ça, je vais vous le raconter un peu rapidement, mais quand même. Donc, il y a eu un très gros scandale. Hein. La pièce se passe en Algérie, c'est jamais nommé dans la pièce. Pendant ce qu'appelait le gouvernement les événements d'Algérie. Donc sa pièce est écrite en 1958 aussi et est représentée pour la première fois en 1966 dans une mise en scène de Roger Blin. Et ça, donc 4 ans après la guerre d'Algérie, et ça au Théâtre de l'Odéon qui s'appelait à l'époque Théâtre de France, théâtre subventionné. Hein. Le scandale est notamment provoqué par le 14e tableau. Alors pourquoi? Parce que c'est un tableau où les soldats français voient mourir leur lieutenant et viennent, en guise d'hommage, lui péter à la figure. En insultant ainsi un officier mort,
mort pour la patrie, hein, on accusa Jean Genet d'insulter l'armée française. Alors d'abord sort une critique du Figaro que je vous lis. Critique du Figaro. Je voudrais savoir s'il est beaucoup de pays où, dans un théâtre officiel, subventionné, et par conséquent avec le consentement des plus hautes autorités de l'État, on montrerait le drapeau national, il est là, bleu, blanc, rouge, en 3 exemplaires, couvrant les propos et les gestes abjects de ses propres soldats présentés sous le jour le plus odieux. Ça, c'est le Figaro qui commence. Quelques jours plus tard, des parachutistes, des anciens de l'OAS déboulent dans la salle, chahutent, mais plus que chahutent, interrompent la représentation, sortent un communiqué de presse que je vous... Et puis essaient de la censurer, évidemment, de d'empêcher la pièce. Et ils sortent un communiqué de presse, comité de liaison des anciens combattants 1939-45 de la France d'Indochine et d'Algérie. Je cite. Depuis plusieurs jours déjà est donnée à Paris une pièce dont le seul but est de provoquer une fois de plus tous les anciens combattants et de déverser sur l'armée française un tombereau d'immondices. Que cette pièce ait été écrite par un individu pédéraste, notoire, voleur, déserteur, ancien prostitué de tous les bas-fonds d'Europe constitue un scandale sans précédent. Bichon. Alors c'est vrai, il était pédéraste, notoire, voleur, déserteur, ancien prostitué. Peut-être pas de tous les bas-fonds d'Europe, mais quoique. Mais en même temps, c'est d'une violence absolument monumentale. Après, les incidents se poursuivent pendant les présentations. La pièce est reprise à l'Odéon. Il y a des boules puantes sur le plateau, des morceaux de verre, des feux de Bengale. Ça blesse des comédiens. Il y a Maria Cazares qui reçoit des cercueils par la poste. Il y a Madeleine Renaud qui reçoit des étrons par la poste aussi. Et la bataille recommence à l'automne. Et le 26 octobre 1966, à l'Assemblée nationale, il y a un débat entre plusieurs députés et le ministre de la Culture, André Malraux, sur la censure ou pas des paravents. Et André Malraux, qui est donc ministre des Affaires culturelles de De Gaulle et qui n'aimait pas la pièce, la défend et gagne au nom de la liberté de l'art. Alors je vais citer André Malraux à la fin de son discours. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'un débat dans cette enceinte. C'est de savoir où la poésie prend ses racines. Or, vous n'en savez rien, et moi non plus. Et je reprends ce que j'ai déjà dit. La liberté n'a pas toujours les mains propres, mais il faut choisir la liberté. La pièce des Paravents n'a pas été censurée. Elle a été jouée au Théâtre de l'Odéon, appelé Théâtre de France. Et on a donc, à travers ces 2 pièces, Les Nègres et Les Paravents, l'exemple même d'un auteur qui touche, je dis bien toucher, l'un des sujets les plus actuels qui soit, la décolonisation. Mais en y entrant non pas par le document, ni par le discours, ni par le message, mais, ce que disait Théo, par la poésie. Et d'autre part, ce même auteur est face à la censure. Censure qui aujourd'hui, en 2024, sur bien des sujets, refait surface avec force dans les théâtres comme ailleurs. Alors que dire aussi des personnages de Jean Genet, que Jean Genet met en scène? C'est assez simple, c'est en fait les personnages qu'il met en scène dans ses pièces n'avaient jamais eu, jusqu'à ce que Jean Genet le fasse, ni l'honneur, ni le privilège d'être les protagonistes d'une pièce française avant que Jean Genet les écrive. Aucun noir africain, aucun afro-européen, aucun maghrébin n'avait été le personnage principal d'une pièce dramatique. Pas de Saïd, ni de Khadija, ni de Leïla, ni de Warda avant les Paravents. Pas de village, ni de ville de Saint-Nazaire, ni de Diouf, ni de Vertueux avant les Nègres. Le théâtre français était totalement blanc.
Que dire aussi de la pièce la plus jouée, Les Bonnes? Qui en sont les protagonistes? Les bonnes. Deux bonnes, deux servantes. Et puis ici encore, les personnages qui presque jamais avant n'avaient accédé au premier rôle au théâtre, à l'exception, alors là je reviens sur mes classiques, Molière, Scapin, mais Scapin était un homme, il était domestique, il menait la barque, et puis dans Beaumarchais, dans Marivaux, il y a des domestiques qui prennent le dessus, on va dire. Mais là, chez Genet, il s'agit de deux femmes, deux servantes, deux bonnes. Et ça, c'est très, très nouveau. Alors, très rapidement, pour parler des bonnes, par exemple, en l'absence de leur maîtresse, deux sœurs domestiques de leur état jouent tous les soirs un jeu de rôle, deux rôles, hein, véritable rituel entre elles. Claire, la cadette, se glisse dans la peau de Madame, tandis que Solange, l'aînée, devient Claire. Ce jeu dure jusqu'à fomenter le meurtre de Madame, la vraie Madame. Cette comédie donne à voir des relations ambiguës, c'est le moins qu'on puisse dire, que les deux femmes entretiennent avec leur employeuse et, faire sans jeu de mots, qui aurait adoré Genet, leur maîtresse. Alors, la pièce des Bonnes, elle a été écrite en 1947, et Genet, même s'il s'en est dit, s'inspire d'un fait divers qui a eu lieu en 1933. Les sœurs Papin étaient deux bonnes qui ont assassiné leur patronne, leurs deux patronnes d'ailleurs. Le film de Claude Chabrol, vous l'avez peut-être vu, La cérémonie, hein, avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert, s'inspire de la même chose, et même de Genet. Hein. Oui. Alors, il est vraiment remarquable de voir comment Genet, dès qu'il commence le théâtre, dès qu'il commence à écrire le théâtre, décortique, tourne, retourne, joue, se joue, des rapports dominants-dominés dans la société française. Et combien à l'époque comme aujourd'hui, cette pièce qui est mondialement représentée, qui est même inscrite dans les programmes des lycées, active toujours une réflexion extrêmement acérée sur les rapports de classe et les rapports de domination. Et puis, il y a à peine 2 mois, sort dans les librairies françaises, aux éditions Gallimard, une pièce disparue, miraculeusement retrouvée dans une bibliothèque états-unienne. Et c'est sans doute la première pièce de Genet. Elle a été écrite en 1942, quand il était en prison à Fresnes, pour vol de livres. Il avait été condamné 8 mois. Et voici, alors je vais vous lire très rapidement la 4e de couverture de Gallimard, parce que je voudrais en dire quelque chose. Donc ça, c'est Gallimard. Je ne sais pas qui a écrit la 4e de couverture, mais bon, c'est Gallimard. Voilà donc, plus de 80 ans plus tard, la mise en scène des dernières heures d'Héliogabale, jeune prince romain assassiné, tel que Genet les a rêvés et médités. Au travers de cette figure solaire, hautement transgressive et sacrificielle, à laquelle Antonin Artaud avait consacré un essai flamboyant en 1934, Genet aborde les thèmes qui lui sont chers, dans les règles de l'art, mais en laissant affleurer un lyrisme bien tenu, le travestissement et l'homosexualité, la sainteté par la déchéance, la beauté par l'abjection. Et moi, en lisant cette 4e de couverture, j'ai lu la pièce aussi, je me dis, mais pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils emploient cette langue-là pour parler de Genet? C'est complètement empoulé. Et en fait, je me rends compte que très souvent, quand, on va dire, les grands messieurs parlent de l'œuvre de Genet, c'est souvent dans une sorte d'imitation mauvaise de l'écriture de Jean Genet. Et ça aussi, ça participe réellement à pas avoir envie de lire Genet, je trouve. Donc, bon, j'ai quand même acheté le livre, je l'ai quand même lu, et c'est une tragédie. Et quel en est le personnage principal? Donc, 1942, un empereur romain, homosexuel et travesti en femme sur la totalité de la pièce. Encore une fois, on touche ici à certains sujets qui sont toujours d'actualité. Donc, en ce qui me concerne, alors je reviens un petit peu à moi, je me suis réellement intéressée à Jean Genet dans les années 1990-95, j'avais une trentaine d'années.
Et j'avais déjà monté plusieurs spectacles. J'étais une jeune metteur en scène. J'avais monté Madame de Sade de Yukio Mishima au Lucernaire. J'avais donc fondé avec quelqu'un, est ici ce soir, Nathalie, la compagnie Aubervilliers Bande Comédie ici, avec des créations collectives, etc. Et si Jean Genet est devenu très incontournable pour moi, c'est à partir de plusieurs voyages que j'ai effectués au Moyen-Orient. D'abord en Israël, en Palestine, en Syrie, au Liban, en Jordanie, à partir de 1989. Et à l'exception du premier voyage qui était un voyage d'agrément, j'y suis retournée pendant 20 ans extrêmement régulièrement pour travailler avec des artistes là-bas, la plupart du temps, et les rencontrer et voir ce qu'ils faisaient et dans quelle situation ils étaient. Et lorsqu'on est au Moyen-Orient, comme moi, une jeune metteur en scène, je dis metteur, moi, je dis metteureux, une jeune metteur en scène curieuse, et surtout à la recherche de voix différentes, qu'elles soient politiques ou poétiques, très rapidement, quand on est au Moyen-Orient, on s'intéresse à la situation des Palestiniens. Donc, aux œuvres des poètes, comme Mahmoud Darwish, par exemple, mais aussi des poètes et des écrivains qui ont écrit sur les Palestiniens n'étant pas palestiniens, donc Jean Genet. Et là-dessus, je tombe sur Le Captif amoureux, et c'est un choc énorme, c'est un roman qui est là et dans lequel je plonge. Alors il faut savoir pourquoi Genet et les Palestiniens, je vais très vite, c'est à la fin des années 70, Jean Genet est contacté après son long séjour auprès des Black Panthers aux États-Unis, où il a aussi beaucoup œuvré. Il est contacté par le représentant de l'Organisation de libération de la Palestine, qui l'invite à passer quelques jours en Jordanie auprès des combattants palestiniens qui, à ce moment-là, se battent contre le pouvoir jordanien et, évidemment, pour retrouver leurs terres en Palestine et en Israël. Genet accepte la proposition, mais au lieu de rester quelques jours, il reste 2 ans. Alors, il fait des allers-retours avec Beyrouth, etc., mais cette rencontre avec le peuple palestinien va occuper une place absolument centrale dans sa vie. Et à sa mort, donc 16 ans plus tard, sur la table de chevet, il est mort dans un hôtel, parce qu'il n'avait pas d'habitation, Jean Genet, il n'avait pas de maison. Il est mort dans un hôtel à Paris, je crois que dans le 12e arrondissement, et sur sa table de chevet, il y avait le manuscrit du Captif amoureux, qu'il disait, qu'il écrivait. Alors, il suffit d'écouter Albert Dichy. Alors, qui est Albert Dichy? C'est le grand spécialiste de Jean Genet. C'est lui qui a... Je vais leur montrer. Non, il a écrit Les valises de Jean Genet. C'est passionnant, c'est génial. Mais ça, c'est très rigolo. Vas-y. Non, mais dire simplement ce que c'est. Parce que... Alors, l'IMEC, donc, d'abord, oui, mais d'abord, Dichy, c'est lui qui a constitué le fonds Jean Genet à l'IMEC. Et l'IMEC, c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui est installé à Caen. Et les valises de Jean Genet, c'est qu'il a ouvert une valise qui était chez Roland Dumas. Je ne sais pas si vous savez qui est Roland Dumas. Il a été ancien ministre et Genet, socialiste. Il a une grosse histoire aussi avec la décolonisation, etc. Genet avait confié une valise à Roland Dumas avec des trucs dedans. Et en fait, Albert Dichy a retrouvé cette valise et l'a ouverte il y a très peu de temps, il y a 2 ans, et a retrouvé des notes absolument magnifiques. On a fait un livre très illustré. Vous pouvez le feuilleter. Il est athéo celui-là, mais ne le piquez pas. Sur ces notes, et qui sont très éclairantes sur la manière dont Jean Genet construisait d'abord ses écrits, mais aussi
comment il pensait les choses, le rapport qu'il avait avec l'argent, qui est complètement... Le rapport qu'il avait avec aussi, par exemple, la sécurité sociale, etc. Il refusait d'être inscrit, il refusait d'avoir une identité, tout ça. Et tout ça est très très bien fait. Donc Albert Dichy, je vais le citer sur Jean Genet, mais pas dans les valises. C'est dans une interview qu'il a eue il y a très peu de temps à France Culture. Il dit « Pour 1000 raisons, l'expression « épouser une cause » convient mal à Genet. Lui-même préfère évoquer le mouvement palestinien. Ce n'est pas en tant que militant, ni même en tant qu'écrivain engagé qu'il a accompagné ce mouvement, mais en tant que poète. Il n'a pas voulu servir leur cause, il a fait plus que cela. Il a donné un chant à leur révolte. Quant à la cause palestinienne, elle repose essentiellement sur 2 revendications. Se voir restituer des territoires et constituer un État, une nation. Or, Jean Genet a horreur des notions de territoire, de patrie ou de nation, à commencer bien sûr par la nation française. Ma situation n'est pas celle d'un révolutionnaire, mais d'un vagabond, disait-il. C'est d'abord en tant que vagabond, sans origine et venant de nulle part, que Jean Genet retrouve les Palestiniens et se retrouve en eux. Mais il y a un autre élément, plus profond, dans son intérêt pour eux. Lorsqu'il les rejoint en 1970, les Palestiniens sont à un moment clé de leur histoire. Genet assiste à une sorte de métamorphose. En l'espace de 2 ans, ils ont totalement retourné leur image. De pauvres réfugiés et de victimes, ils se sont transformés en fédaïs, en guerriers, en rêveurs en armes, dressés contre le monde entier. C'est ce redressement d'un peuple conquérant dignité et existence, fût-ce dans l'opprobre, que Genet perçoit avec une formidable acuité. Chez les Black Panthers, il avait aussi été sensible à la transformation des anciens esclaves dociles en panthères. Or, ce geste de retournement est au cœur de l'œuvre de Jean Genet. Dans la dernière réplique d'Ebon, alors qu'elles sont dans une situation de perdante absolue, elle jette à la figure du public cette phrase inouïe. « Nous sommes belles, libres et joyeuses. » La beauté, la liberté, la joie s'acquièrent dans la révolte, même si elle échoue, même si vous avez le monde entier contre vous. Ce sont les mêmes termes que Genet reprend lorsqu'il évoque les Palestiniens. Et on peut les entendre encore aujourd'hui, à l'heure où ils traversent le moment le plus désespérant de leur histoire. Mais en tout cas, il est certain que dans ce nœud qui se joue au Proche-Orient entre Israël et Palestine, il y a effectivement toutes les grandes questions de la pensée occidentale qui sont en jeu. Et Genet essaie tant bien que mal de tracer sa ligne à travers ce champ-là. Ça, c'est Albert Dichy qui le dit. Et il résume en quelques mots la position de Genet et aussi, d'une certaine manière, avec beaucoup d'humilité, la mienne, m'intéressant à Genet. C'est-à-dire avec des questions qui, pour moi, sont très fortes. C'est comment un artiste, enfin j'entends un véritable artiste, n'est pas et ne sera jamais à l'endroit où on l'assigne, où ses pairs veulent l'assigner, où l'institution veut l'assigner, où les soi-disant bien-pensants de gauche comme de droite veulent l'assigner. Et comment et de quelle façon magistrale cet artiste, Jean Genet, en l'occurrence, fait de l'art et donne un chant à ceux qu'il a choisis. Chant, C-H-A-N-T, évidemment. En l'occurrence, ici, les Palestiniens. Et quelle sorte d'engagement prend un artiste en tant qu'humain et en tant qu'artiste? Qu'est-ce qui relie le geste artistique au monde? Ou le monde au geste artistique? Toutes ces questions et d'autres encore ont des réponses dans l'œuvre de Genet. Et à partir du moment où Genet m'a permis de les formuler, j'ai à mon tour beaucoup vagabondé dans divers pays pour me frotter aux autres, pour me frotter aux gens différents et pour créer. Et au Moyen-Orient, j'ai aussi mené une sorte d'enquête sur les traces de Jean Genet. J'ai rencontré des gens qui l'ont connu, qui
qui l'ont accueilli. J'ai rencontré Leïla Chaïd, j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont parlé de Jean Genet. Et j'ai beaucoup appris en le faisant, beaucoup. Parce que sans doute j'ai appris la chose la plus importante pour moi, alors là en tant qu'artiste, mais aussi en tant que citoyenne, en tant que personne, c'est savoir se décentrer. Et je pense que Jean Genet travaille sur ça terriblement, c'est-à-dire tenter de voir le monde à partir de différents endroits, différentes places du monde. Et donc, tout d'un coup, tu n'es plus dans un ethnocentrisme qui parfois fait des ravages, notamment ici, mais partout en fait, parce que tu sais te déplacer. Jean Genet se déplaçait beaucoup. On dit qu'au niveau kilométrage, il a fait à peu près 3 fois le tour de la Terre. Donc il allait partout. Voilà, je vais vite pour terminer cette partie. En tout cas, en France, pour l'ouverture du collectif 12, qu'on a créé, notamment avec Frédéric Fachéna, qui est là aussi, et avec d'autres camarades, j'ai monté une première pièce de jeunesse, Splendide. C'est une des premières. Alors maintenant, c'est plus la première, c'est la Elio Gabal maintenant. Il y a Elio Gabal, qui est daté entre 44 et 48. Et l'histoire, c'est des gangsters juste avant l'assaut de la police qui occupent le palace du Splendide et règlent leur compte avec eux-mêmes. Et ils n'ont des nouvelles de la situation dehors parce que la police les encercle que par la radio. Et ils ont tué par erreur une otage. Alors le chef des gangsters, se travestit en femme pour faire croire à la police qu'elle est toujours vivante. Ça, c'est Splendide. Moi, j'ai adoré entrer dans le théâtre de Jean Genet par la porte du Splendide. Et j'ai adoré ouvrir un nouveau théâtre, le collectif 12, avec Jean Genet. Parce que tout était posé, situation extrême, délinquance, travestissement, transgression, rituel, cérémonie et mort. Un peu plus tard, en 2001, alors là, je n'ai pas fait exprès, c'était en septembre 2001, donc au moment des tours à New York. Toujours au collectif 12, j'ai monté le texte 4 heures à Shatila de Jean Genet, avec une comédienne libanaise, Aoussane Bouhaled, qui était seule en scène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre 1982, à Beyrouth, Jean Genet était à Beyrouth. Il y a eu un massacre terrible dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila, qui a été perpétré par les Kataeb, c'est-à-dire par les phalangistes libanais, chrétiens, mais sous l'œil et avec la permission des Israéliens, des forces israéliennes, qui entouraient les deux camps de Sabra et Shatila. Et Jean Genet a été l'un des premiers à rentrer dans les camps de Sabra et Shatila le lendemain de ce massacre. Et il a écrit un texte qui est un des plus beaux textes de Jean Genet, qui s'appelle 4 heures à Shatila, et qui a été publié dans la revue d'études palestiniennes en 1982, peut-être 83, début 83. Ça a changé pas mal de choses dans la vision qu'on avait aussi des Palestiniens à ce moment-là. J'ai nommé ce spectacle, moi, Danser sur les morts. Certaines parties de ce spectacle étaient en arabe, c'est-à-dire j'ai fait traduire Jean Genet en arabe, ce qui n'a pas été une mince affaire, c'était très très difficile. J'ai demandé à Hanan Kassab-Hassan et à Marie-Elias, qui était syrienne, Marie-Elias est syrienne palestinienne et Hanan Kassab était dramaturge syrienne, de travailler dessus. Elles l'ont fait. C'était très très compliqué au niveau de la langue, de traduire Jean Genet en arabe qui ne soit pas un arabe littéraire, complètement littéraire. Et puis, le spectacle a été créé au collectif 12. J'ai reçu beaucoup de lettres de menaces. J'ai reçu aussi beaucoup d'insultes. On a reçu des insultes. Le spectacle n'a pas pu tourner en France à cette époque-là. Donc 2001, septembre, octobre, novembre 2001, ça n'a pas pu tourner en France. Les journalistes m'ont dit qu'ils ne viendraient pas car ils ne pourraient pas écrire dans leur journal, dont Libération, je le dis. Et en revanche, on a tourné en Jordanie, en Syrie et à Beyrouth. Et là, c'est une expérience très forte parce qu'il y a eu des débats extrêmement intéressants sur la pièce, sur ce qu'on présentait. Et d'autre part, Saoussane, la comédienne Saoussane Bouhaled, est elle-même d'une famille chrétienne libanaise. Donc le fait qu'elle joue ce qui était raconté par Jean Genet, et c'était le massacreur quand même,
évidemment, mettait la société libanaise dans une situation où ça a été dur. Le débat à Beyrouth, par exemple, il a été très dur. Voilà. Et puis en 2011, j'ai demandé au comédien et auteur Dieudonné Nianguna, que vous connaissez peut-être, d'interpréter Jean Genet lui-même dans sa dernière interview. C'est la dernière interview, c'était une interview par la BBC, et il était interviewé par Nigel Williams. Et le spectacle, qui a été créé en 2010, 11, 12, 13, 11, se nomme La dernière interview. Alors, il a remporté un beau succès. On a joué au Métallo à Paris, mais on a très peu tourné en France. Et encore une fois, Jean Genet, c'est difficile de le tourner en France, surtout quand ça n'est pas ses pièces de théâtre, quand ce sont ses écrits ou ses interviews. Mais en même temps, c'était marrant parce que la presse s'est accordée à dire que le spectacle était très bien et que faire jouer un vieil auteur blanc, Jean Genet, par un jeune comédien auteur noir, c'est un sacré pari réussi. Et je pense que c'était assez réussi. On l'a tourné beaucoup en Afrique et on l'a tourné au Canada. Et dans cette dernière interview, Jean Genet fait un truc incroyable, c'est-à-dire qu'il retourne l'interview, c'est lui qui mène l'interview, il ne se laisse pas du tout, encore une fois, assigner à la place qu'on lui donne. Et interrogé sur le théâtre, il dit, il dit, j'en finirai, alors c'est Nigel Williams qui lui pose les questions sur le théâtre. Jean Genet dit, vous me parlez d'une chose que j'ai complètement gommée de mon souvenir. Ça, vous l'avez, la citation, pardon. Vous l'avez, cette citation. Vous l'avez ? Oui. Donc, vous me parlez d'une chose que j'ai complètement gommée de mon souvenir, le théâtre. Je n'avais pratiquement jamais été au théâtre. J'avais vu quelques pièces, mais très peu de pièces d'Alexandre Dumas. Ça n'a pas été tellement difficile parce que ma démarche par rapport à la société est oblique. Elle n'est pas directe. Elle n'est pas non plus parallèle puisqu'elle le traverse. Elle traverse le monde. Elle le voit. Elle est oblique. Je l'ai vu en diagonale, le monde. Et je le vois encore en diagonale. Plus directement peut-être maintenant qu'il y a 25 ou 30 ans. Le théâtre, en tout cas le théâtre que je préfère, c'est justement celui qui saisit la société en diagonale. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de faire un travail aussi bon que possible. Bien sûr, dans ce sens, j'ai été intéressée par le travail, mais je ne voyais pas. Est-ce que c'était un travail neuf, ce théâtre ? Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, cela m'a amusée. C'est un théâtre qui, s'il n'est pas neuf, était certainement maladroit. Étant maladroit, il gagnait peut-être quelque chose de nouveau. Parce qu'il était maladroit. C'est le passage de flambeau. Oui. Je fais un petit point en termes de temps. Oui, je sais même pas. Mais je crois qu'on est pas mal. Non, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ça va bien ? On est bien. Ça va ? C'est de cette citation dont on va parler, et c'est cette citation qui va nous permettre de parler de manière un peu plus précise maintenant des paravents. On va en lire un passage tout à l'heure, mais on va essayer de comprendre cette dernière citation. Moi que j'aime énormément, qu'on aime vraiment beaucoup, et qui à elle seule condense deux manières de comprendre l'œuvre de Genet, ou deux qualificatifs qui nous permettent de comprendre la manière dont Genet avait de se saisir de la réalité. Parce que c'est ça c'est ça un peu, comment il a pu parler, par quels moyens a-t-il pu écrire autour de ce qu'a été du coup la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui était une guerre qui c'était un sujet plus que brûlant, plus que clivant, c'était un sujet plus que dangereux, de tout point de vue. Et il nous dit qu'il le fait de manière oblique et maladroite. Donc on va essayer de comprendre un peu, je vais écrire oblique et maladroit. On va essayer de comprendre ce qu'il entend par ça, la force de cette chose, son rapport avec la poésie, et ce que concrètement, théâtralement, ça a créé. J'écris oblique et maladroit et après je me rassois.
Les deux mots sont vraiment importants. Moi, la première fois qu'on m'a parlé des paravents, c'était pour me dire à quel point c'était une pièce sur la guerre d'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire que c'était une pièce sur un thème. On me l'a présenté de manière un peu scolaire, comme quoi voilà, c'était une pièce qui traitait et qui dénonçait la présence française en Algérie. La première question sur laquelle j'aimerais qu'on se pose, mais vraiment de manière assez concrète par rapport à cette pièce, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu le temps de le lire, mais la première question un peu bête et méchante qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une pièce qui est réellement sur la guerre d'Algérie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une pièce qui prend pour sujet, qui prend pour thème la guerre d'indépendance de l'Algérie ? Est-ce qu'on apprend des choses sur la guerre d'indépendance ? Est-ce qu'on accède à la complexité historique, sociale ? Est-ce qu'on y reconnaît des choses de la grande histoire de la guerre d'Algérie ? Est-ce qu'on y parle du FLN, de l'OAS ? Est-ce qu'on y parle des Pieds Noirs ? Est-ce qu'on dit ne serait-ce que le mot Algérie, Alger ? Est-ce qu'on parle des Kabyles ? Non, rien. Vous vous en doutez, il n'y a absolument rien et on n'apprendra absolument rien, c'est-à-dire qu'on n'accède à aucune complexité sociale, historique ou politique de ce qu'a été la guerre d'indépendance de l'Algérie. Si vous voulez, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment l'opposé, par exemple, d'un spectacle comme « Et le cœur fume encore » de Margot Eskenazi et Alice Carré, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais qui développe en réalité des choses assez claires en termes de gestes. On prend la guerre d'indépendance comme objet, on en donne une pédagogie, c'est-à-dire qu'on permet au public d'accéder à la complexité historique de ce qu'a été cette guerre, donc on en présente les différents acteurs, actrices, et puis en plus de ça, de manière un peu exhaustive. Ça aussi, c'est une question à part, est-ce que une pièce de théâtre doit être exhaustive par rapport à son sujet ? On voit bien que les sciences sociales nous le demandent, donc du coup, il faut présenter les deux parties, et on rentre dans un jeu qui consiste en quelque sorte à nous éclairer, ou en tout cas à nous donner un éclairage, on va dire, nouveau, sur un sujet qui est, là en l'occurrence, la guerre d'indépendance de l'Algérie. Ce qu'il y a de vertigineux dans les paravents, c'est que c'est une pièce qui ne va pas du tout nous éclairer, c'est-à-dire que c'est une pièce qui ne va même pas du tout nous sensibiliser par rapport à ce qu'a été la guerre d'Algérie. Au contraire, c'est une manière, et c'est là où peut-être c'est ça en tout cas qui rend la chose un peu intéressante, c'est une manière de rentrer, mais de rentrer véritablement dedans, c'est-à-dire de nous mettre l'intégralité de notre corps à l'intérieur du fait colonial, du processus colonial, et de nous donner à ressentir, de nous donner à voir la manière dont la colonisation est un processus qui crée figures, images, situations, et en quelque sorte créer son propre monde, créer son propre univers dont pâtissent autant les colons que les colonisés, autant les militaires que les révolutionnaires. C'est-à-dire que la manière dont Genet, en quelque sorte, s'empare de la colonisation, c'est une manière de nous faire entrer dans une machine à illusion, une machine à fabrication de l'intégralité d'un imaginaire, de l'intégralité même d'un univers fictionnel. Et la force de Genet, c'est de mettre le théâtre dedans, c'est-à-dire d'entremêler la machine théâtrale avec la machine coloniale. Le sujet de la pièce s'appelle les paravents, c'est-à-dire que le sujet de la pièce, c'est pas quelle honteuse guerre que la guerre d'indépendance. Non, c'est les paravents. Les paravents, c'est l'élément scénographique unique dont doit être composée la mise en scène des paravents. Donc on parle de panneaux sur lesquels vont être dessinés les histoires, les décors, les univers. C'est-à-dire que Genet donne pour titre quand même à sa pièce un élément matériel du théâtre. Et tout au long de la pièce, et on en verra un exemple tout à l'heure, tout au long de la pièce, il faut se rendre compte que la machine théâtrale, qui elle-même crée des figures, etc., est mise en quelque sorte, est impliquée dans la manière en fait dont on accède au processus colonial. Ouais.
Donc ça, c'est quand même une première chose. Ce qui fait qu'on ne peut jamais dire que c'est une pièce sur la guerre d'Algérie, ni même une pièce sur la colonisation. Parce que c'est une pièce dedans, où tout est imbriqué. Il n'y a aucune distance intelligente, il n'y a aucune distance intelligible, discursive, etc. par rapport à ce sujet. La deuxième chose, c'est que moi, on m'a dit, et la réputation de cette pièce aussi me le dit, c'est où ? Ah oui, c'est ça. On m'avait dit, Les Paravents, c'est une pièce antimilitariste. C'est-à-dire, c'est une pièce qui est du coup contre l'occupation française en Algérie. Pour une raison qui est simple, c'est parce qu'on le sait, bon, pour le coup, on le sait vraiment que Jean Genet, évidemment, était contre l'occupation coloniale. Bon, ça c'est une chose. Mais est-ce que cette pièce, Les Paravents, nous permet d'accéder au positionnement politique de Jean Genet ? Si on tient vraiment et qu'on pose cette question, la réponse est non. Et je mets au défi quiconque, en tout cas, c'est-à-dire que l'intégralité en fait de la pièce n'est pas sous-tendue, en quelque sorte, par la solidité du positionnement politique de Jean Genet. Et c'est là où on commence un peu à comprendre un premier truc qui a à voir avec la maladresse. Ou en tout cas, je dirais le maladroit, mais pas dans le sens du pas réfléchi, pas dans le sens du pas pensé ou du brouillon, j'ai jeté, etc., mais dans le sens du pas droit. De l'autre côté, il y a en effet le théâtre documentaire, etc., mais de contemporain au théâtre de Jean Genet, il y avait un autre théâtre, qui est un théâtre un peu ignoble, moi que je déteste. C'est le théâtre qui a été écrit par une série d'auteurs, mais je dis ça parce que c'est comme ça, moi, que j'ai commencé le théâtre au lycée. Ils remplissent beaucoup les manuels scolaires. Donc c'est Camus, c'est Giraudoux, c'est Anouilh, c'est Sartre. Ce sont des gens, Ionesco, ce sont des gens... Sauf personne. Des 5, non. Les 5, j'avoue, j'ai du mal. Non, sauf Beckett un peu comme ça. Beckett, oui. Non, mais en tout cas, des 5, non, mais en tout cas, pour prendre un peu ces exemples-là, ce pourquoi, en fait, non, mais c'est intéressant de les comparer par rapport à Genet. C'est-à-dire qu'il faut se dire que dans les années 50 et les années 60, ce qui faisait en quelque sorte la classe du théâtre contemporain en termes d'écriture, c'était en partie ces noms-là. Si on prend l'exemple, on va prendre l'exemple de Rhinocéros. Je pense que c'est le plus connu, ou la guerre de Troie n'aura pas lieu, c'est comme vous voulez. Non, ça c'est horrible, ça. Non, ça on peut pas. Non, Rhinocéros. De Ionesco. Si on prend ces pièces, mais il y en a 30 000, on peut prendre aussi Antigone d'Anouilh, ce sont des pièces qu'on peut qualifier d'intelligentes. Ce sont des pièces qui sont malignes, ce sont des pièces qui sont à droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a devant nous une histoire, une fiction, une fable, un conte, et derrière une chose que nous, public, nous devons décrypter. On doit partir comme ça, on doit déchiffrer la qualité du parallèle historique et accéder comme ça miraculeusement à la position politique de l'auteur sur tel ou tel sujet. Donc sur la montée du fascisme, c'est pas bien. Sur la Seconde Guerre mondiale, une guerre, non, faut pas qu'elle ait lieu quand même, c'est pas bien, etc., etc. Ce qui fait que c'est une manière de définir le spectacle comme on a, comme une activité de déchiffrage où notre but en tant que public, c'est d'accéder derrière la représentation à l'intention, à ce qu'il veut vraiment dire. Non, mais Ionesco, il ne fait pas une pièce sur Rhinocéros. Ce qu'il veut vraiment dire, ce qu'il veut vraiment dénoncer, c'est la montée du fascisme. Non, mais Giraudoux, il ne fait pas une pièce sur la guerre de Troie. Non, ce qu'il veut vraiment dire, c'est attention, il y a une guerre, la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Non, mais Anouilh, il s'en fiche d'Antigone. Son vrai sujet, c'est la question de la résistance et des collabos, etc., etc., etc. Ce sont en quelque sorte des pièces à tiroir, mais c'est des choses qui sont encore aujourd'hui, des pièces intelligentes et malignes, on en a. C'est-à-dire, ce sont des pièces dont le but, en quelque sorte, ou en tout cas dont l'objectif, simplement, en termes de public, pour nous, c'est d'accéder derrière, un peu, par une petite porte un peu cachée, comme ça, à ce que pense vraiment l'artiste, sa position. Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment ? C'est quoi sa position véritablement ? Et généralement, c'est soit le programme de salle, soit un peu les à côté, quoi. Ah, mais j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait vraiment dire. Mais lis le programme de salle. Évidemment, si ça c'est un théâtre à droit, si ça c'est un théâtre malin, intelligible, si ça c'est un théâtre à thèse qui repose sur la communication d'un message, Genet, c'est absolument pas ça. Genet, c'est impossible de savoir ce qu'il pense de la guerre d'indépendance de l'Algérie dans Les Paravents.
c'est impossible de le positionner, de lui assigner. Il n'utilise pas le théâtre pour solidifier ou transmettre ses convictions politiques. Il n'a pas besoin de ça. Bon. Je ne sais plus ce que je dis après. Il y a plein de choses. Ah non, mais oui. Non, il y a ça aussi. Non, ça c'est sympa, ça. Donc les paravents, c'est une succession de tableaux comme ça, et à la fin de chaque tableau, il fait des commentaires. Donc il fait commentaire du premier tableau, etc. C'est des textes qui sont parfois quasiment aussi longs que la scène, ce sont des textes en prose, qui ont pour but, où Genet s'exprime comme ça sur sa pièce, sur ce qu'il a écrit, ce qu'il en pense. Bon. Et il donne des indications, très souvent à la mise en scène, mais aussi aux acteurs ou actrices, ou au public. D'accord ? Et il dit cette chose, dans le commentaire du 10e tableau. Le lecteur de cette pièce, les paravents, s'apercevra vite que j'écris n'importe quoi. À propos des roses, par exemple, plutôt que la fleur, M. Blankensy chante les épines. Or, les horticulteurs savent tous cela. Trop d'épines et trop importantes privent la fleur de sève ou d'autres choses nécessaires à la robusté, à la beauté de la corolle. Trop d'épines nuisent. Et M. Blankensy ne paraît pas s'en douter. Son métier, c'est la comédie, pas la culture des roses. Mais c'est moi qui ai inventé ce colon et sa roseraie. Mon erreur doit être une indication. S'il travaille à la beauté des épines, ou pourquoi pas des pines, plutôt qu'aux fleurs, M. Blankensy, à cause même de cette erreur, par moi commise, quitte le roseraie pour entrer dans le théâtre. Il en est peut-être de même pour toutes les autres scènes qu'il faut dire d'une certaine façon afin d'en apercevoir le décalage. Dans cette pièce, mais je ne la renie pas au nom, j'aurais beaucoup déconné. Déjà, il faut voir plusieurs choses. Déjà, qui pourrait dire ça alors qu'il écrit une pièce quand même sur la guerre d'Algérie, hein, et il dit « j'ai écrit n'importe quoi, j'ai bien déconné, moi je me suis bien marré ». Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi je me suis bien marré. Bon, déjà, il y a un peu le culot, bon voilà, mais dans le fond, de quel n'importe quoi il parle ici ? Déjà, il parle d'un truc qui est très important chez Genet, qui est une séparation, une frontière absolument forte, très forte, entre le théâtre, qui est un monde de fiction, qui est un monde d'artifice, hein, qui peut faire certaines choses et qui ne peut pas faire certaines choses, et la réalité. C'est un art de la distinction, je ne sais pas comment dire, mais c'est un art de la pensée des limites même du théâtre. Et dans le théâtre, pris dans ce qu'il a de plus frontal. Il y a une autre citation là, qu'on a ici, qui est sympa, mais où il dit « ce qu'on appelle révolution poétique ou artistique ne sont pas exactement des révolutions, je ne crois pas qu'elles changent l'ordre du monde ». Par exemple, c'est quelqu'un qui met une distinction très claire entre les révolutions politiques, sociales, et de l'autre, les révolutions artistiques. Les deux ne s'entremêlent absolument pas et même sont rarement coordonnés. Mais ça a une conséquence sur son théâtre, c'est-à-dire son théâtre n'a en quelque sorte d'objet, de matérialité que lui-même, et que des illusions, de l'artifice, etc. Et c'est très intéressant cette idée de « je le fais rentrer dans le théâtre », mais pour qu'il reste aussi dans le théâtre. Le dernier élément, et après on va lire les paravents, mais pas tout, hein. La distribution. Oui, c'est ça. Je regarde si j'ai tout dit. Oui, mais je crois que j'ai tout dit. Non, le dernier, c'est sur le jeu. Non, je n'ai pas dit encore sur le jeu. Un dernier élément avant qu'on lise la distribution et tout, c'est sur le jeu. Il parle beaucoup des acteurs et des actrices, Genet. Et il y a notamment ce commentaire, moi, que j'aime beaucoup, où il dit la chose suivante. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette scène qui est écrite pour montrer l'avilissement de cette famille. Pourtant, elle doit être jouée de telle façon que le public ait l'impression que le gendarme est, sinon Dieu, un archange au service de Dieu, et les deux femmes, des créatures qui ne cessent de pécher. Donc, une humilité très grande en face du gendarme. Se souvenir que durant toute la scène, Leïla a le visage caché par la cagoule. Les acteurs, pour jouer, mais ce que j'écris vaut pour toute la pièce, doivent essayer de rentrer en eux-mêmes, d'être absents à la salle, comme on est absent au monde.
je crois finalement que c'est l'absence d'éclat de leur regard qui rendra compte de cette concentration en eux-mêmes sur laquelle je compte. Encore plus d'ailleurs dans cette scène, les acteurs ne doivent pas jouer avec le public, mais durant toute la pièce, leur absence à la salle doit être sensible, presque offensante pour le public. Deux petits mots parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit, moi, ce que j'avais commencé à dire sur le pacte, on va dire, de détente et de sympathie. Il y a une chose qui est importante quand même à comprendre chez Genet, c'est qu'il demande, c'est un peu comme ça qu'on peut comprendre l'absence à la salle, c'est que le pacte qui va rattacher les acteurs et les actrices, les personnages qu'on voit avec le public, ne peut jamais rentrer dans un pacte ni de sympathie, c'est-à-dire on se ressemble, ni un pacte de reconnaissance, ni un pacte de connivence. Mais ça a à voir avec ce qu'on a dit Genet depuis le début. Genet est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé définir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il ne fréquente que des hommes tout au long de sa vie, il ne va pas revendiquer l'identité homosexuelle. Il a toujours été contre toutes les positions, c'est-à-dire toutes les identités aussi en quelque sorte. Et d'une certaine manière, il n'a toujours eu de cesse que de s'exprimer depuis la marge, c'est-à-dire d'un endroit où on ne peut pas faire milieu, on ne peut pas sympathiser, on ne peut pas faire groupe, on ne peut pas se reconnaître. Tu ne peux pas reconnaître Genet, c'est même le but de son œuvre d'art. Et donc, d'une certaine manière, le pacte qui est demandé face à nos personnages, et on va essayer en tout cas de vous les présenter, les personnages qui défilent ne sont pas des personnages qu'on peut reconnaître. Ce ne sont pas des personnages avec qui on va passer un petit bout de chemin et tout va bien se passer. Ce sont des personnages qui vont devenir réellement problématiques, mais problématiques au sens fort, c'est-à-dire qui vont nous poser problème à nous publics. Ce sont des personnages où on ne sait pas s'il faut qu'on soit amis avec eux ou ennemis, on ne sait pas s'il faudra rire d'eux ou pleurer avec eux, on ne sait pas s'ils sont ridicules ou si ce sont des prophètes. Et cette chose-là est réellement importante, c'est que ce sont des personnages qui nous laissent des problèmes dans le sens où on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les ranger. Et cette chose-là est très importante. C'est non seulement ce que Genet, parce qu'il ne voulait pas évidemment être rangé quelque part, mais c'est très important de garder ça en tête par rapport au personnage et par rapport à la scène qu'on va lire. Je te laisse parler un peu de la... Ouais. Je vais lire il y a une chose intéressante, c'est de lire la liste. C'est la liste des personnages des paravents. Mais ça, vous l'avez, je crois. Et, la liste... Ouais, vous l'avez la liste aussi, non? Ouais. Je vais la lire. Personnages, les paravents. Saïd, la mère, Mustapha, Warda, Brahim, Malika, la servante, Ahmed, Lila, Sœur Harold, Habib, Taleb, Shiga, Khadija, Nejma, Habiba, l'appariteur, la femme, le joueur de flûte, l'homme qui a pissé, le policier, le cadi, Randineski, la voix du condamné à mort, Madame Blankensee, le notable, un arabe, le chef, l'académicien, le soldat de Bugeaud, la vampe, le reporter photographe, le juge, le banquier, la petite communiante, le général, époque du duc d'Aumale, l'homme très français, la femme très française, Monsieur Bonneuil, Madame Bonneuil, le fils de Sœur Harold, l'arabe, Cadour, Madani Labouche, Hernandez, Monsieur Blankensee, Malik, Abdil, Nasser, le gardien, le lieutenant, Preston, le sergent, Walter, Lalla, le gendarme, Helmut, Pierre, Felton, Morales, le général, le soldat, Srir, Bachir, Salem, Jamila, Sisliman, Nestor, Roger, Laoussine, Mbarek, le gendarme, Mohamed, Larbi, Kouider, Hammer, Atrache, Azouz, Abdeselem, Lassen, Oumou, Jojo, Roland, Aïcha, Srira, Aziza, Hossein, une voix de femme, Smaïl, le mari, le gamin, l'épicier, le missionnaire, le premier combattant, le deuxième combattant, le troisième combattant, et puis des Arabes, des légionnaires, des soldats. Chaque acteur sera tenu de jouer le rôle de 5 ou 6 personnages, hommes ou femmes. Et quand on écoute cette liste, qui
tout dans les paravents. Moi, j'ai l'impression que les personnages, là aussi, ne sont jamais là où on les assigne. Et c'est comme si Jean Genet défendait sa propre position dans les personnages qu'il invente et qu'il met en scène. Je crois aussi qu'il avait une connaissance intime, et quand je dis intime, c'est vraiment intime, des personnages, des figures qu'il écrit. En même temps, il convoque des stéréotypes, car le théâtre produit ces stéréotypes, mais il les déjoue. Et il ne s'arrête pas là. Sur chaque figure ou personnage qu'il met en scène, il ouvre plusieurs possibilités. C'est-à-dire, c'est comme si chaque personnage avait plusieurs possibilités de vision, de vie, etc. Et c'est ainsi qu'il travaille la complexité humaine. L'habit ne fait pas le moine, et chacun peut être multiple. Et chacun peut aussi avoir des objectifs totalement contradictoires. Et parallèlement à ça, ou avec ça, il travaille aussi une esthétique de l'excès, de la caricature. Et c'est pas parce que tu es là, excuse-moi, mais je voulais parler du travail de Céline Champineau, parce que je pense que, pour ceux qui l'ont vu, il y a quelque chose aussi qui rencontre ça. C'est-à-dire, d'une part, les possibles de chaque personnage, à partir de stéréotypes, ou peut-être même d'un travail sur l'excès, etc. Donc, on a aujourd'hui, dans les artistes contemporains, c'est pas une filiation, c'est cette recherche, on va dire, qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Jean Genet. Maintenant, alors, est-ce qu'on lit tu vas pas. Ah non, les tableaux, ouais, non mais oui, c'est vrai. On va lire ensemble les paravents. Non, je voulais dire quand même 2 mots sur les tableaux aussi, parce que je pense que vous vous entendez. Bon, c'est une pièce qui est assez longue, hein, c'est-à-dire que si on monte tout, ça dure bien entre 3 et 4 heures. Et elle est organisée en tableaux. Ce qui est une chose dont on peut s'étonner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas scène, il n'y a pas d'acte, hein, il y a une succession de tableaux. Il y en a 16, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 16 tableaux. Il y a 16 tableaux qui se succèdent et qui ont chaque tableau leur propre unité de lieu, de personnages, d'intrigues et de situations. Ils se suivent dans des logiques par moments de rupture totale, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de lien les unes entre les autres, ou par moments un léger fil rouge commence à se tisser ici et là. Il y a des personnages qu'on va suivre tout au long de l'histoire, donc il y a tout de même une linéarité, c'est-à-dire il y a tout de même une histoire, on va dire, un peu horizontale, mais le geste d'écriture de Genet est d'abord et avant tout la constitution de tableaux. Et même, j'irai un peu plus loin, la constitution de quelque chose qui pourrait fonctionner comme paysage. J'entends par là que son geste artistique est difficilement compréhensible, notamment si on parle de scénario, d'histoire, d'enjeux dramatiques, de tensions, etc. C'est une écriture qui est faite d'incohérence, d'excroissance, c'est-à-dire d'excroissance poétique qui par moments laisse davantage de marques que, on va dire, la linéarité ou la trajectoire des personnages. Et ça rend la lecture particulièrement difficile. C'est, je pense, un des textes les plus difficiles à lire. Ce qui, selon moi, est quand même plutôt une bonne chose. Je me suis toujours méfié des textes de théâtre qui sont particulièrement lisibles. Bah là, avec Genet, on est particulièrement gâté. Et il y a 2 choses là-dessus à dire, je trouve, qui sont intéressantes. Je trouve que la manière de rendre illisible ou de rendre incompréhensible ou de saturer un texte de théâtre de remarques, c'est-à-dire de notes,
d'indication à tout le monde, etc., c'est aussi une manière de lutter contre sa propre muséification, contre la propre rigidification de son geste. C'est quelqu'un, on sait, qui résiste beaucoup à ce que les choses se figent. Donc ça, c'est un peu une première chose. Et la deuxième chose que je trouve très importante, et moi j'ai eu la chance un peu de m'en rendre compte, c'est que les textes de Genet ne sont pas à lire, ils sont à jouer. C'est-à-dire que ce sont des textes qui, à mon avis, s'éprouvent et qui s'éprouvent artistiquement, non pas à la lecture, mais en jeu. Donc là, évidemment, on va essayer de toucher un peu du doigt cette chose-là, mais c'est quelque chose à retenir, je pense, de Genet, et qui en dit beaucoup sur le moteur de son théâtre. C'est que ce n'est pas un moteur littéraire, ce n'est pas non plus un moteur intellectuel, c'est un moteur qui est d'abord et avant tout théâtral. Et encore une fois, le titre s'appelle Les Paravents. Est-ce qu'on est parti ? On est parti ? Donc, on va s'intéresser à une des scènes les plus connues des Paravents, qui est la scène des paix. Donc, la scène des paix, c'est la scène du 14e tableau qui a fait tant et tant scandale. C'est celle qui... les gens voulaient la censurer, etc., etc. Donc, c'est celle qu'on va lire. On va faire une petite distribution. Il faut que je retrouve ma page. Et après, on va essayer de voir... 215. C'est ça. Et on va essayer ensemble d'en déplier ou d'en dégager, en tout cas, la complexité. Ok, il nous faut Roger. Ouais, très bien. Il nous faut le lieutenant. Très bien. Il nous faut Nestor. Incroyable, Nestor, ouais. Jojo. Ouais. Il en manque un, je pense. Non. Roland, il manque Roland aussi. Et Roland. Très bien. Et c'est toi, Catherine, qui lis les didascalies. Oui, je vais lire toutes les didascalies, même les didascalies qui sont d'indication personnage. Alors, on commence à la fin de la page 14 par la didascalie qui commence... 214, pardon. Qui commence par apparaissent alors 3 légionnaires ployant sous le barda. Voilà, vous y êtes ? On y va. Apparaissent alors 3 légionnaires ployant sous le barda, marchant lentement dans l'obscurité. Tous les uniformes sont en lambeaux et couverts de boue. Les acteurs parleront d'une voix étouffée, comme chaque fois qu'ils figurent des soldats. Les morts regarderont en haut, alors que la scène qu'ils regardent se joue en bas. Roger paraît très las. Il marche et se dirige vers la coulisse de droite. C'est chaque pierre que tu soupçonnes. Va doucement. À gauche, c'est le ravin. Nestor apparaissant épuisé. L'ennemi, c'est tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas. C'est l'eau qui bouge et l'eau qui ne bouge pas. Et c'est le vent qu'on avale. Roger pétant et d'une voix grave. Avale les miens. C'est des vents qui arrivent du Lot-et-Garonne. Nestor se bouchant le nez. Dégueulasse! Durant toute la scène, même quand le lieutenant sera là, les acteurs se parleront comme sans se voir. Jamais leur regard ne rencontrera le regard de celui à qui ils parlent. Ils doivent donner l'impression d'être en pleine nuit. Roger enlevant ses 2 souliers qui n'ont plus de semelles. Elles sont parties, mes semelles, et je marche sur la peau de mes pieds. La patrie, donc, c'est pas à la semelle de mes souliers qu'elle est attachée. Elle dépose dans mon ventre. Pour qu'elle m'environne, je lâche un paix. Ceux du Lot-et-Garonne, les gars s'ils font tous comme moi, et ceux de la Gironde, ceux du Tarn, etc., c'est dans un air de Guyenne et Gascogne qu'on pourra dire qu'on se cogne. Lâcher des faits, facile à dire. Fallait qu'ils y pensent. En partant, j'ai fait mon plein d'air du pays. La patrie m'environne, j'ai Jojo apparaissant, luttant contre Nestor et faisant tous les gestes d'un soldat dans la nuit. Moi, le malheur, c'est que chaque fois que j'en lâche un pour remonter l'odeur de la magie, il y a un courant d'air et qui sait qui va en profiter. Roger s'arrêtant soudain et se retournant. On l'attend ? Nestor butant contre Roger. Il n'a qu'à suivre. Tout juste si on ne le porte pas en chaise à porteur.
Déjà exempt de sac, il se permet de flâner et d'aller pisser dans les fleurs. Roger s'arrêtant. S'offre le luxe de choisir celle qui vous recevoir sa rosée. Il peut marcher moins vite. Nestor essayant de passer. Dans la nuit, il ne se plaindra pas, il est lumineux. Ses exploits le font reluire. Un jaloux, va doucement, je te dis, ou on dégringole au fond. Ils ont les gestes précautionneux, comme s'ils étaient sur une piste très étroite et très dangereuse. Non, pas jaloux. Moi, oui, par moments. J'envie sa froideur. Pousse pas, nom de Dieu. Nestor frissonnant. De loin, il me glace, et sa gueule est gelée. Jojo méchamment. C'est lui qui apporte sa gueule. Et d'ici peu, on aura peut-être une pareille. Tous. Le lieutenant. Il apparaît venant de gauche. Avancez. Évidemment, mais avancez. Il est loin derrière, mon lieutenant. Ne vous inquiétez pas, il va nous rejoindre. Amer. Il ne boite pas, lui. Il marche droit. Roger brutalement. Mon lieutenant, Le lieutenant sec avançant légèrement en boitant. Avancez. Puis, d'une voix plus douce. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? On est sur le point d'entrer dans la mort. Si on s'en tire, ce sera de justesse. Sa cruauté le consume et le fait luire. Il risque de nous faire repérer. Un temps. Tous font très doucement des gestes d'aveugle sans rien toucher. Je vais me renseigner. Il se baisse à tâtons, il se couche sur le sol, sur la cuisse allongée d'un soldat comme s'il s'agissait d'une branche. Il colle son oreille et écoute, puis il se redresse légèrement. Il vient. On va y coller contre la terre du sentier. Je l'entends venir tout doucement d'une semelle feutrée à longue, à surfouler. Il se redresse tout à fait. Faites attention de ne pas faire rouler de pierre au fond du ravin. Avancez. La nuit le protège, lui, pas nous. Au bout du sentier, il doit y avoir un bloc de rocher. Retournez-le doucement. Vous non plus, vous n'avez pas envie qu'il vous rejoigne. Soudain, un coup de feu. Le lieutenant s'affale. Maintenant, il va parler très vite, comme à voix basse. Les 3 soldats, plus un 4e, Roland, qui vient d'entrer, se tournent vers lui. Ils font des gestes tâtonnants qui indiquent que cette scène se passe dans l'obscurité. Ben voilà, les gars. Elle est venue, la balle. Et je meurs à tâtons. Il ne me reste plus grand-chose. La batterie est loin. Les étoiles du général, j'en étais digne pourtant. Et je n'aurais même pas reçu les 37 de lieutenant-colonel. À voir. Jojo doucement. Il n'y a plus rien à voir. Roland admiratif, comme s'il s'agissait d'un miracle. Il va clamser. Il ne peut plus rien faire pour lui. Attendre qu'il est passé, lui fermer les yeux et le faire dégringoler dans le ravin. Un temps. Jojo d'une voix très douce. Bien sûr, il ne sera pas inventé à la française, mais enfin, on peut tout de même, puisqu'on n'a que ça, il aura l'illusion de s'éteindre dans sa cabane natale. Il hésite. Toi, Roger, si t'as des gaz de rab, les autres aussi, on pourrait lui en lâcher une bouffée. Roger radin. moi, j'ai pas plus que ma ration. Il n'y a pas longtemps, tu disais, Le lieutenant d'une voix mourante. C'est un devoir pour le remplir. S'il n'est pas enseveli en terre chrétienne, au moins qu'il respire en moi un peu d'air de chez nous. Nestor toujours radin. Rien. Il ne me resterait rien que ça. Quelques bulles qui crèvent dans les replis de mes tripes. Après, il me restera quoi? Le ventre plat. Plat. Parce que je sais ce que la générosité et la magnificence. Si on s'y met tous, c'est des funérailles solennelles qu'on va lui offrir. Que ça embaumera la Gascogne jusqu'à 2 lieues à la ronde. parti de haut, il est devenu un pour nous. Et puisqu'on n'a que ça à lui offrir, que ce soit de bon cœur. En lui, il a peut-être ce qu'il faut, qu'il fasse l'effort. Faut être humain. On ne peut pas demander à un mourant. Un temps. Roger avec un geste rageur. J'ai compris. Tirez-le. On va le mettre à l'abri d'un rocher et lui faire respirer l'air du Lot-et-Garonne. Moi, je suis des Ardennes. Posez-le doucement, le dos contre une roche. Ils font comme ils disent. Et vos paix, lâchez-les en silence, que l'ennemi ne nous repère pas. L'ennemi est dans les environs, mais grâce à nous, il y aura dans la nuit et dans la campagne hostile une chambre mortuaire de chez nous, avec l'odeur de cierge, le buis béni,
le testament déchiré, une chambre mortuaire posée là, comme un nuage dans un tableau de milieu. Qu'elle s'ouvre la narine du lieutenant et qu'en expirant, Ils se mettent au garde à vous. donc, on va lui tirer en silence les coups de canon réservés aux personnalités. Chacun le sien. Visez bien ses narines. Feu, c'est bien. Attends. C'est bien. Chacun y met du sien. Un petit air de France. Les soldats disparaissent. Coulisses de droite. Pardon. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais tiens, prends ça. Tiens. Ça, c'est la scène des paix. Moi, j'ai eu la chance, avec Antonin qui est là, on avait essayé de la monter, cette scène. On l'a montée avec un groupe d'amateurs et d'amatrices du campus Condorcet. Et en fait, assez vite, moi, il y avait une première lecture. Quand on lit ce passage, il y a une première lecture un peu simple, un peu simpliste, comme ça, de ce passage, en se disant, bon, bah, c'est un peu rigolo, c'est là où on voit que Genet est un peu antimilitariste parce qu'il se moque de ses soldats et il se moque de leur patriotisme, etc., de leur goût pour la vieille France. Bon. Et moi, je me souviens que la première fois que j'ai lu cette scène, c'était vraiment l'image que j'avais et j'ai même douté, parce que je me disais, bon, c'est pas la partie la plus intéressante des paravents, c'est la partie qui grince le moins. Bon, c'est un peu simpliste, ça va être de la connivence, on va être d'accord avec la salle pour se moquer des militaires, quoi, et de leur côté un peu facho. Et puis on a commencé un peu à la jouer, cette scène. On a commencé à la jouer et on a commencé surtout à s'intéresser à le passage qui, selon moi, est quand même le plus troublant, qui est le passage du rituel. C'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un peu deux parties. On va dire qu'il y a une première partie qui est une première manière de parler des paix, etc. On va dire de manière un peu plus facilement attrapable d'un point de vue humoristique. Et puis après, il y a la question du rituel, il y a la question du mort sur scène, et il y a la question double, selon moi, qui est de la sincérité poétique que Jean Genet donne à la nostalgie, qui est déjà une chose qui est troublante, et que tu ne peux pas prendre au second degré. C'est-à-dire que Genet met dans la bouche des militaires, à partir de là, une nostalgie qui brille par sa langue poétique, donc c'est quand même quelque chose, donc il donne quand même à des militaires un peu fachos la sincérité poétique de leur nostalgie. Donc ça, c'est première chose un peu troublante. Et la deuxième chose troublante, c'est l'engagement physique qui est demandé aux interprètes pour faire cette scène. Et cet engagement physique, cette proximité, c'est pas rien quand même d'avancer ses fesses jusqu'aux narines de quelqu'un. C'est pas rien. Cet engagement physique et l'intimité que ça demande donnent à la scène et au rituel que ça crée une grâce. Quelque chose qui, oui, a à voir avec la transcendance, qui, oui, a à voir avec une manière solennelle et belle de dire au revoir aux morts qui s'y trouvent. Et alors, ce qui est fort quand tu commences un peu à t'intéresser à ce passage, c'est que les deux coexistent tout le temps. C'est-à-dire que les deux sont maintenus dans une espèce d'équilibre très étrange où la proximité physique, l'intimité, la sincérité poétique de la nostalgie permet de donner un peu un semblant de grâce, un cadre, etc., une ampleur. Et de l'autre, il y a en effet la moquerie et le fait de vouloir salir l'image de la France. Bon. Donc il y a déjà cette chose-là qui est très très dure et qui permet à cette scène d'être particulièrement complexe. Et je vous invite à en faire l'épreuve. L'autre couche, je pense que vous l'avez senti aussi, qui vient complexifier encore plus, à mon avis, la mise en scène de ce passage, c'est une couche qui a davantage à voir avec l'enfance. Le problème aussi de ces personnages, pour s'en moquer, si c'était des militaires, pourquoi pas, mais le problème, c'est que là, on a accès à des enfants.
C'est-à-dire, on a accès à des gens qui se chamaillent, exactement comme dans une cour de récréation, qui sont radins comme dans une cour de récréation, et qui veulent d'abord et avant tout jouer, comme dans une cour de récréation. Et là, c'est encore plus problématique si on veut s'en moquer, parce que ces personnages ne peuvent pas être attrapés, puisque c'est eux qui jouent, d'abord et avant tout. Et cette chose-là, cette couche de l'enfance qui vient tapisser l'intégralité de l'œuvre de Genet, l'intégralité des paravents, qui vient aussi placer, on va dire, le premier pilier de son écriture, qui est la recherche du jeu, mais du jeu dans tous les sens, et il est d'abord et avant tout question de jeu, vient encore plus se troubler parce qu'ils vont jouer avec autre chose, qu'ils vont jouer avec la libido, ou en tout cas la sensualité, l'intimité. Et donc, c'est là où le cocktail devient encore plus épineux, c'est que dedans, il y a des allusions sexuelles, je pense que vous l'avez vu, assez récurrentes, qui viennent encore plus donner, en quelque sorte, à ces personnages leur qualité, mais vraiment, proprement parlé, insaisissable. Des militaires dont on peut se moquer, mais en même temps des militaires qui font un adieu plein de grâce à l'un des leurs, des enfants qui veulent d'abord jouer, et des gens qui se font des allusions un peu coquines. Mélanger un peu tout ça, si on arrive à ne pas taire et à ne pas, en quelque sorte, enfouir en quelque sorte la langue de Genet et sa complexité, ça donne véritablement des personnages dont la moquerie est problématique, mais dont également la grâce est problématique, dont leurs jeux sont problématiques. Tout devient en quelque sorte troublant, mais dans le sens très fort, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Il est quelle heure, en fait? J'ai un bug. Mais on est bien, il est 21h22. Mais c'est génial. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va pas en parler plus. Ce qu'on vous propose, c'est... Parce que là, du coup, on a beaucoup parlé. On va regarder un petit film. C'est Genet. Très court. Du coup, c'est Genet qui parle lors de sa dernière interview. Et après, ce qu'on va faire, on fera une petite courte pause. Et après, on va discuter de tout ça ensemble. Ouais. Alors la dernière interview, ce que vous allez voir, c'est 2 extraits de cette dernière interview dont je vous parlais tout à l'heure, puisque moi je l'ai montée en entier. Mais alors pour resituer, c'est une interview qui se passe en Angleterre. Un écrivain qui s'appelle Nigel Williams, jeune écrivain, c'est pour la BBC. Jean Genet, c'est en 1985, il meurt 6 mois après, donc il est à la fin de sa vie, il le sait, c'est important de savoir qu'il le sait, a accepté assez facilement cette interview, ce qui n'était pas le cas pour toutes les interviews. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a été payé 10 000 livres sterling. Donc, en liquide. En espèces. Avant. Et donc il a accepté. Après, sur l'ensemble de ces interviews, mais on n'en voit que la fin, il retourne tout le temps la situation. C'est-à-dire que jamais il ne répond réellement aux questions que Nigel Williams lui pose. Il est tout le temps à côté. Mais en même temps, dans l'ensemble, finalement, il lui répond, mais il ne lui répond pas de la manière dont Nigel Williams aurait voulu qu'il lui réponde sans doute. Voilà. Donc il y a un petit extrait de 3 minutes et un autre de 2 minutes, parce qu'on n'a pas l'ensemble de l'interview, puis de toute façon, vous pouvez la chercher sur Internet. L'émission de la BBC existe sur Internet. Sur Internet, mais il faut sur la YouTube. chercher longtemps. Voilà. Eh ben, je te laisse faire. Allez, c'est parti. Allez, on se casse. On va se mettre avec eux. Dans le vie. Ah oui. Tu sais faire ? Ouais. Ok. Donc tu fermes la lumière aussi. Ouais.
Non, je regardais si le son était là. C'est bon.